Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan du mois de janvier où je vais vous présenter les lectures que j'ai pu faire pour ce mois et puis analyser un petit peu mon mois. Est-ce que j'ai suivi ou pas mes bonnes résolutions et le bilan que j'en avais fait en 2019. Suspense. Vous verrez ça en fin de vidéo. Alors, le premier livre que j'ai lu dans cette année 2020, et croyez-moi, on n'a pas commencé par la meilleure lecture. Donc le premier que j'ai lu, c'est Baby Random, le tome 2. Donc je vous mets la photo là ou là. C'est de Alexia Gaia. Voilà, ça n'a pas été une super lecture. Vous retrouverez Baby Random dans mes flops de l'année 2019. Notamment à cause de ce tome 2. Alors oui, je l'ai lu en janvier, mais bon. Je l'ai fini le 2 janvier, donc voilà. Le tome 1 avait été, on va dire, sympathique. On y suivait une jeune femme qui travaille dans un café. Tous les jours à la même heure, il y a un homme, businessman, avec des yeux verts, qui lui commande la même chose et qui s'amuse à l'ignorer. L'histoire s'arrête, mon pitch s'arrête là parce que je veux pas vous spoiler. Évidemment, c'est une romance, c'est édité chez Hugo, donc vous vous doutez bien à peu près ce qui va se passer. Le tome 1 était relativement sympathique, j'avais passé une bonne lecture. Alors si vous n'êtes pas là depuis longtemps, en fait la romance c'est pas du tout ma zone de confort, c'est un genre que je lis très peu. Et j'avais envie d'essayer un peu de la new romance, je me suis dit bon, pourquoi pas, j'essaye. Cette saga était très bien notée, très bien recommandée, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc le tome 1 honnêtement ça allait. Par contre le tome 2, voilà, ça a été une lecture vraiment laborieuse, c'est pour ça que la saga est rentrée dans mes flops. Bah, tout simplement parce que, alors c'est une lecture qui est fluide, ça se lit facilement, c'est pas désagréable, c'est relativement divertissant. En fait ce qui m'a énervé dans ce tome 2, c'est les dramas. Il y avait trop de dramas, comme je vous explique dans mes flops. Dès que ça va un petit peu mieux, bim, il y a quelque chose qui se passe, qui refout en l'air toute la situation. J'ai trouvé qu'il y en avait trop, ça faisait pas du tout réaliste. Le personnage principal, donc la jeune femme qu'on suit, prenait des décisions qui parfois, mais pour moi, me semblaient mais tellement inconcevables. Je comprends pas en fait pourquoi elle faisait ces choix-là. Donc j'étais là, oh, non, sérieusement, non, pourquoi tu fais ça? Et après, drama, ça m'a lassée. J'ai décidé de ne pas poursuivre cette saga. Peut-être que je lirai la fin du tome 3 juste pour savoir comment ça se passe ou que je trouverai des spoils sur internet. Mais voilà, c'est malheureusement pas pour moi et je pense qu'au global, la new romance, c'est pas un genre qui est fait pour moi. J'en ai encore un dans ma bibliothèque, donc à voir. Le deuxième ouvrage que j'ai lu au mois de janvier, il s'agit d'un ouvrage graphique puisque j'ai lu Horrific Land, c'est de Lewis Trondheim et Alexis Nem, c'est édité chez Glénat. C'est deux auteurs-illustrateurs qui sont français, en tout cas francophones, pardon. Donc, parce que j'étais persuadée que c'était toujours, dès que ça touchait à Disney, c'était toujours des réalisations finalement des États-Unis qui étaient simplement traduites. Et en fait, pas du tout. Donc ça, pour ça vaut la peine de le mentionner. Et je vous en ai pas mal parlé en fait dans le book haul où je vous présentais cet ouvrage, donc je vais être assez rapide. Au global, j'ai trouvé que les dessins étaient absolument splendides. Vraiment, ça y a eu un travail graphique qui est, mais ne serait-ce que la page d'ouverture qui est très belle. En fait, ici, on va y suivre les aventures de Mickey et Dingo qui sont comme des détectives privés et qu'il faut se retrouver à aller chercher un chat, me semble-t-il, dans ce parc Horrific Land qui est un parc désaffecté, comme un ancien parc d'attractions, mais basé sur l'horreur. Donc, j'ai beaucoup aimé le pitch, les dessins, incroyables. Malheureusement, pour moi, l'histoire est tombée un petit peu à plat, dans le sens où j'ai pas été passionnée par les aventures de Mickey et Dingo. J'ai trouvé qu'il y avait une base qui était vraiment hyper intéressante de ce parc d'attractions. Alors dès qu'on va dans un autre univers du parc, j'ai trouvé ça mais vraiment très beau. En fait vous avez le parc là, vous avez une carte à la fin. Donc pour vous dire, vous avez, alors malheureusement on n'explore pas tout, hein, mais on a Vampire City, les falaises vertigineuses, les vaisseaux pirates fantômes, Mummy Trek. Voilà, on a plein de landes en fait, comme la Disneyland, sur des thèmes horrifiques. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial.
Malheureusement, la petite enquête, je ne l'ai pas trouvée passionnante. Et ouais, je suis déçue parce que je vais presque dire que je me suis un poil ennuyée alors que c'est une BD. Donc ça dure 50 pages. Donc bon. Donc assez mitigée sur cet ouvrage malheureusement. Par contre, je vais la garder parce que je trouve que les dessins vraiment valent le coup. Ils sont très très bons. Ce beau bébé qui était mon pavé du mois. Au mois de janvier, c'était La Passe Miroir avec le tome 4, La Tempête des Échos de Christelle Dabos. Donc c'est édité chez Gallimard Jeunesse. Alors que dire de cet ouvrage? C'est un ouvrage qui se digère. Voilà. Dans le sens où mon avis a évolué un petit peu depuis la fin de la lecture, au début de la lecture, pendant la lecture, à la fin de la lecture et ensuite. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga de La Passe Miroir, on y suit Ophélie qui vit sur Anima. On est dans un univers de fantasy, donc en fait on a un monde qui a été déchiré en arches. Donc elle vit sur Anima et Ophélie est Passe Miroir et liseuse. Donc dans le sens où quand elle touche des objets, elle peut voir les émotions des personnes qui ont touché ou à qui a appartenu l'objet auparavant. Et elle peut aussi passer à travers les miroirs. Et Ophélie va être mariée de force à Thorn, qui est un personnage important du pôle, donc qui est une autre arche où il fait très très froid. Je vais m'arrêter ici pour le résumer un petit peu du tome 1. Donc dans le tome 4, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'avais pas relu les autres tomes avant, je pense que c'est une erreur. Malheureusement, enfin, heureusement ou pas, je n'aime pas vraiment relire mes livres. Très peu d'exceptions. Et j'avais pas envie de relire les 3 tomes. Moi, mon souci, c'est que, évidemment, le tome 4, il est sorti très longtemps après le tome 3. J'avais lu le tome 3 à sa sortie, je pense, 2-3 jours après. Donc ça a été très long et que j'avais oublié énormément de choses, malgré les résumés spoilants que j'avais lus. Donc si vous pouvez, déjà, vraiment lire les résumés spoilants, c'est limite obligatoire. Et malgré ça, je peux vous dire que c'est quand même difficile d'entrer dedans, de mon point de vue. Ensuite, j'ai trouvé que ce tome avait certains côtés dans la structure narrative qui étaient assez répétitifs à d'autres tomes. Disons que je l'ai trouvé un peu similaire au tome 3. Donc, est-ce que le tome 3 était vraiment utile ou pas dans cette saga? Point d'interrogation. Ou est-ce que ça aurait pu être condensé dans un seul ouvrage? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tome 3 mettait en place des éléments cruciaux de ce tome 4, donc évidemment était important. Mais j'ai trouvé qu'au niveau du scénario, il y avait des moments où Ophélie qui se retrouve seule et qui doit récupérer ça, ou qui se retrouve bloquée, qui doit faire croire qu'elle est quelqu'un d'autre. Voilà, ce schéma que j'ai retrouvé dans ce tome 4, que j'avais déjà eu dans d'autres tomes, et ça j'ai trouvé un peu dommage parce que j'ai trouvé que du coup, le milieu du roman était un peu mou. Voilà. J'ai pas... Un peu comme le tome 3. Le 1 et le 2, je m'étais pas du tout ennuyée, mais j'ai trouvé qu'il s'était un peu mou à certains moments. J'ai été un peu triste de ne pas revoir certains personnages secondaires que j'ai toujours beaucoup aimés, qui étaient là, mais assez en transparence finalement, qui apportent très peu, honnêtement très peu à l'histoire. Alors que d'autres personnages qui sont par exemple introduits dans le tome 3 sont beaucoup plus présents, mais on a un attachement qui est plus faible. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, c'était mon préféré. Le tome 3 en dessous. Et là, on retrouve des personnages du tome 3 où j'ai moins d'attachement, donc forcément, encore une fois, mitigé. Voilà, mon point de vue a l'air assez décousu comme ça, et je m'en excuse. Je vais dire que je suis assez mitigée. Sur la saga globale, j'adore cette saga. Ce que j'aimerais faire, c'est dans l'avenir relire les 4 d'un coup. Ensuite, cette fin. Le dénouement et cette fin qui a été sujet limite de polémique. Il y a ceux qui ont détesté, ceux qui ont adoré. Personnellement, j'ai trouvé que cette fin faisait sens, que c'était une excellente fin, qu'elle intégrait bien tous les éléments et que voilà, ça faisait sens. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, pour moi, un des bémols, c'est les personnages secondaires. En gros, ceux que je voulais voir n'étaient pas suffisamment là, et ceux que je voulais pas voir ou que je m'en fichais étaient trop là. Et un point à soulever, la complexité. La complexité du récit.
Oui, oui. On est quand même chez Gallimard Jeunesse, donc c'est censé être de la jeunesse. Je trouve que c'était un roman qui était difficile à prendre en main, non pas par l'écriture, mais par certains concepts. Limite, on était dans vraiment un côté très métaphysique, très philosophique. J'ai eu l'impression, et apparemment c'était un peu ce qu'elle a voulu faire quand j'ai lu quelques interviews, ça m'a fait penser en fait tout de suite à Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. On a effectivement beaucoup de concepts philosophiques, métaphysiques, ce genre de choses. Sauf que dans Les Royaumes du Nord, personnellement j'ai lu en tant qu'adulte, donc j'ai adoré cet aspect-là. Mais je pense qu'en tant qu'enfant, si on ne comprend pas cet aspect, ou qu'on passe totalement à côté, on comprend l'histoire. Et là, je suis pas sûre, honnêtement. Déjà, en tant qu'enfant, je suis pas sûre qu'on puisse suivre l'histoire. En tant qu'ado, tout à fait. Mais il faut quand même se creuser les méninges. Et personnellement, il y a des passages que j'ai dû relire plusieurs fois. Et même maintenant, je suis pas sûre d'avoir compris. Je pense que ça sera plus compréhensible quand j'aurai relu la saga en entier. Mais c'est vrai que l'accessibilité de l'ouvrage de ce tome était plus difficile. Et personnellement, il y avait tout un passage sur la corne d'abondance. Voilà, je vous dis juste le mot, je dis plus rien d'autre. Où j'étais honnêtement, j'ai relu plusieurs fois certaines phrases, j'étais mais quoi? Enfin, je pense qu'il y avait des choses qui auraient pu être expliquées de façon plus simple. Voilà. La même chose, juste plus simple. Donc mon avis sur La Passe Miroir, eh bien, il est relativement mitigé. Ça a été une bonne lecture, mais voilà, j'ai des bémols. J'ai aimé la fin, ça fait partie des points positifs. Mais voilà, bémol sur la complexité, les personnages secondaires, de mes personnages secondaires préférés qui n'étaient pas suffisamment présents. Voilà, je vous dis pas qui pour pas spoiler. Ça en fait, voilà, malheureusement une lecture assez mitigée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que vraiment je sais que ce livre a fait pas mal débat. Il y en a qui ont adoré, il y a eu, en fait, de voir des analyses d'autres personnes, ça m'a vraiment aidé à comprendre certaines choses. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été une mauvaise lecture. J'ai bien aimé le dénouement de la saga et la direction que ça prenait au final, même si c'est un petit peu métaphysique, philosophique, c'était pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé. Ensuite, j'ai lu une autre fin de saga. Je vous mets la photo ici parce que je n'ai plus le livre. Il s'agit des Mystères de Larry Spem, le tome 3 de Lucie Pierrat-Pajot, également chez Gallimard Jeunesse. Donc, comme vous avez pu voir, j'essaye de finir mes sagas. Donc, je suis très contente. Et là, énorme déception. Alors, non pas sur le livre, mais de déception. Je suis déçue de moi, en fait. Pourquoi? Parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes que j'avais lus à leur sortie. Le 3e tome, je l'ai acheté, je pense, quasi le jour de sa sortie. Il a traîné plus d'1 an et demi dans ma palle. Et malheureusement, à cause de ça, j'ai pas apprécié le dénouement à sa valeur. Voilà. J'ai pas apprécié autant que j'aurais apprécié si je l'avais lu directement. Et ça, je m'en veux énormément. C'est pour ça que j'essaye de lire mes sagas. Et c'est pour ça que j'ai pris aussi toutes ces résolutions que vous avez pu voir dans mon bilan. Tout simplement parce que j'avais oublié. Alors j'ai lu des résumés spoilants du tome 1 et du tome 2, donc j'avais à peu près l'action en tête. Mais ce que j'avais perdu, c'était l'attachement au personnage. Voilà, complètement perdu l'attachement. Alors je connaissais les relations entre eux, tout ça, mais j'ai perdu la passion, mais voilà, l'engouement pour les personnages en fait. Le fait qu'on les suit, qu'on dit ah ouais, il faut qu'elle fasse ça, super. Parce que c'est quand même des livres où il y a beaucoup d'action. C'est un univers steampunk en fait, où on est dans une uchronie où la commune de Paris donc a réussi. Et Paris est devenue indépendante. Donc on est dans les années 1860, ce genre de choses. Un peu plus tard, je pense, 1890. Et on est dans un univers vraiment steampunk avec plein d'inventions. Il y a du Verne, il y a les bouchers qui sont une caste dirigeante. L'univers créé est juste génial, vraiment génial. J'ai beaucoup aimé cette saga lorsque je l'avais lu au début. Les personnages, voilà, on suit une bouchère, une mécanicienne et un orphelin. Il va y avoir des secrets, de l'alchimie. Voilà, c'est vraiment une saga qui est vraiment sympa. C'est vraiment une saga qui est sympa à suivre.
Et voilà, bah, ce tome 3, bah, je l'ai lu, mais voilà, j'ai l'impression de l'avoir lu pour le finir, mais de l'avoir survolé, j'ai eu du mal à le finir parce que j'étais pas attachée au personnage. Pourtant il y avait plein d'actions, c'était pas du tout ennuyeux, c'était hyper divertissant, assez cinématographique. Et bah, malheureusement, à cause de ma bêtise de l'avoir fait traîner trop longtemps dans ma palle, bah, ça a été une bonne lecture, mais pas la lecture que ça aurait dû être. Pour celui-là, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Ensuite, j'ai lu le tome 1 du Sorceleur, on va passer sur une note plus positive, de Andrzej Sapkowski. C'est édité chez Brajlon, j'ai les éditions toutes moches là. Mais bon, c'était moins cher. Voilà, encore une fois, acheter moins de grands formats. Après mon visionnage de la saison 1 du Sorceleur, que j'ai beaucoup aimé. Alors, pour la série, j'étais paumée. Les premiers épisodes, je vais être honnête, les 3-4 premiers épisodes, j'étais un peu bon, ok. Surtout l'épisode 1, je disais, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vraiment eu du mal à suivre, j'étais un peu paumée. Et après, j'ai découvert que effectivement les épisodes ne se suivaient pas, que c'était une temporalité différente. Et ensuite, je suis beaucoup plus rentrée dedans et j'ai juste adoré cette série. J'ai hâte de voir la saison 2. Et donc, j'ai voulu lire, évidemment, cette saga. Donc, Le Sorceleur, en fait, dans le tome 1, il s'agit d'une suite de nouvelles, de petites nouvelles, où on va suivre les aventures de Geralt de Rive. Geralt de Rive qui est un sorceleur, donc qui est un mutant en fait, sorcier, qui combat des monstres. Voilà, il cherche les monstres dans les différentes contrées et il essaye de les battre, de les tuer contre des sommes d'argent. Voilà, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Geralt est un être solitaire et en fait on va le suivre au gré de ses rencontres, de ses combats. Au fur et à mesure on va suivre plusieurs aventures qui étaient déjà d'ailleurs dans la série. J'ai trouvé que ça me donnait un éclairage différent et approfondi sur cette saison 1, donc je suis ravie d'avoir lu le tome. C'est plein de petites nouvelles, donc ça peut être assez déstabilisant, surtout qu'il y a une chronologie qui n'est pas linéaire. En fait, si vous voulez, on comprend plus que dans la série la chronologie parce que presque une nouvelle sur deux, en fait Geralt retourne dans un sanctuaire pour se faire soigner par des prêtresses, et donc c'est un peu la ligne temporelle. En fait on sait que dès qu'on est dans ce sanctuaire on suit cette ligne temporelle, et entre temps il nous raconte ces espèces de flashbacks, il nous raconte des aventures, des rencontres, voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas adoré, mais j'ai suffisamment aimé pour poursuivre cette saga. Deux petits points que j'ai trouvé très intéressants et qui me donne encore plus envie de continuer. Un, il y avait beaucoup de références aux contes. Et oui, aux contes. Donc on parle... en fait, c'est comme si les contes existaient vraiment, mais dans une version un peu creepy. Donc par exemple, on parle de jeunes filles qui sont enfermées dans une tour. On parle d'une espèce de Blanche-Neige qui vit avec des nains. Mais à chaque fois c'est dans une version un peu glauque, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et des fois j'étais ah mais c'est pas une référence à ce conte. Et ça j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième point c'est que Geralt est hyper sarcastique. Voilà, je l'ai trouvé très drôle, encore plus que dans la série où finalement c'est plus des jeux de regard, il parle pas beaucoup. Dans le livre il parle pas mal, hein, donc je trouvais qu'il fait plus... un peu moins distant que dans la série, dans le livre. Et surtout, il a des répliques, mais tellement cinglantes, tellement drôles. Il y a des espèces de ping-pong verbal que j'ai trouvé super. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Pas un coup de cœur, mais... En tout cas, j'ai plus aimé que La Passe Fureur. Voilà. Ça me fait de la peine de le dire, mais c'est vrai. Ensuite, j'ai lu... Bergère guerrière, le tome 3, Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, ensemble chez Glénat. Bergère guerrière, donc c'est... je vous ai déjà présenté ce tome 3 dans le book haul, donc je ne vais pas y revenir beaucoup, mais dans Bergère guerrière, on suit des femmes qui, suite au départ de leurs hommes pour la guerre, qui sont pas revenues, ou d'une aventure, je ne sais plus. En tout cas, ils sont jamais revenus. Les femmes se sont... entraînées et elles ont créé un petit cercle des bergères guerrières pour protéger leur peuple et leur pays, et donc on va suivre des jeunes filles qui s'entraînent à devenir bergères guerrières. J'en suis au tome 3. J'ai bien aimé ce tome 3, je
Je vais le poser parce que c'est un peu lourd. Donc les dessins sont toujours aussi beaux. Ce que j'ai aimé dans ce tome 3, c'est qu'on sortait un petit peu plus du village, qu'on partait pour une aventure. Donc il y a des sauts temporels, mais on partait dans une grande aventure un peu épopée fantastique. Clairement la suite de l'aventure sera aussi dans le tome 4, mais en tout cas j'ai assez apprécié. Et j'ai bien aimé qu'on suit vraiment la temporalité qui était mise dans le tome 2. Et donc on suit une histoire qui finalement va prendre plusieurs tomes et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai bien aimé retrouver pas mal de personnages secondaires que j'aime beaucoup. Notamment le garçon qui est sur un gros chien. Parce qu'en fait toutes les filles elles sont sur des moutons. Et en fait le garçon c'est le meilleur ami de l'héroïne. Il voulait absolument faire partie des bergères guerrières même si c'était un garçon. Et il a pu rentrer par des actes d'héroïsme dans ce club. Et il est sur un gros chien. Et voilà, chaque fois qu'il est là avec le gros chien, j'adore. Voilà. Bon, il n'en faut pas grand chose hein, pour me faire plaisir, mais en tout cas j'ai bien aimé cet ouvrage. Et je vous conseille vraiment Bergère guerrière, c'est vraiment une petite série de BD très divertissante. Et enfin, les 2 derniers ouvrages dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai lu une non-fiction, puisque ça fait partie également de mes résolutions. J'ai lu Vous êtes fou d'Alvalessa de Christophe Busset. En fait, on y suit un ancien de l'industrie agroalimentaire, donc qui travaillait dans tout ce qui était achat de matières premières. Donc si c'était du trading en fait, enfin, en partie, après il a changé de boulot, mais du trading de matières premières, donc tout ce qui était achat, aller voir les fournisseurs, et ensuite revendre tout ça aux industriels. Et il nous parle un peu des dérives de l'industrie agroalimentaire. Il y a des choses qui m'ont glacé le sang, voilà, je vais être honnête. C'est un livre qui date un petit peu, qui a fait surtout écho à tout le scandale qu'il y a eu avec Findus, me semble-t-il, où c'était de la viande de cheval au lieu de la viande de bœuf. Et en fait, il nous explique comment ça a été possible, en fait, de faire un truc comme ça et puis arriver. De par la complexité de la chaîne alimentaire, de par le trading, de par le nombre de sociétés qui se revendent simplement des process en fait de l'industrie agroalimentaire, finalement on ne sait plus trop d'où viennent les produits, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Il y a énormément de marketing, alors je fais du marketing donc je ne vais pas blâmer, mais ce qui est important c'est d'être transparent dans le sens où d'être critique vis-à-vis du marketing. Je fais du marketing, mais quand j'entends des choses, j'essaye de comprendre si c'est la réalité ou si c'est seulement un aspect marketing. Il y a beaucoup de cas en ce moment hein, entre les trucs vegan, écolo, tout ça. Il faut quand même faire la distinction entre quand c'est purement marketing et quand il y a une vraie volonté de l'entreprise. Et c'est pas souvent le cas. Il parle pas du tout de cette tendance-là, mais il parle de pas mal de scandales sanitaires, il parle de pratiques. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il donne aussi un petit guide avec des clés pour comprendre les étiquettes et pour ne pas acheter de saleté qui clairement nous pourrissent la santé. C'est là qu'on comprend qu'il y a des emballages qui limite nous donnent le cancer et qui sont là juste parce qu'ils sont moins chers, qu'il y a des produits qui sont pas comme ils devraient être, que les produits sont tellement transformés que finalement on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Énormément de produits d'ailleurs qui sont donnés aux enfants, donc très sucrés, très gras, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est sûr c'est que je donnerai jamais ça à mes enfants. C'était très instructif, ça s'est lu très vite, petite lecture agréable entre guillemets, hein, parce que ça fait réfléchir. Ce qui est sûr c'est que ça fait partie de ma tendance à cuisiner de plus en plus. Je cuisine de plus en plus et je suis contente. Et que à la suite de ce livre, je peux vous dire que je vais continuer de cuisiner. Et le dernier livre, À crier dans les ruines de Alexandra Kozelik, c'est aux forges de Vulcain. Pardon. Déjà j'aime beaucoup cette couverture que je trouve très belle. Que personnellement elle m'hypnotise, elle fait à la fois peur et elle est à la fois belle et à la fois elle fait peur par la symétrie, par les coquelicots. Pardon. Je vais pas partir dans une analyse philosophique de la couverture, mais ouais. À crier dans les ruines, en fait c'est une très belle histoire d'amour. On suit
Lena qui vit à Pripyat, donc à côté de la centrale de Tchernobyl, qui passe son enfance là-bas et qui est extrêmement proche de Ivan. Donc 2 enfants, on les suit en fait, ils sont tout petits. Malheureusement, ils vont être séparés suite à l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Lena va partir en France avec sa famille et Ivan va rester là-bas. Pas trop ce qui est arrivé à Ivan, mais c'est sûr c'est que voilà. Mais en tout cas lui il est sûrement pas parti. Et en fait on est du point de vue de Lena et on va suivre Lena de son enfance, dans son amitié, sa préadolescence, son début d'amour avec Ivan, le déchirement de partir en France, sa vie en France, voilà, ses études, comment elle va s'adapter au pays, comment sa famille va s'adapter au pays, son ressentiment envers son père qui finalement l'a déracinée puisqu'elle a toujours voulu revenir en Ukraine, sa relation avec sa grand-mère. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à ça. Déjà j'ai trouvé que ça donnait un éclairage intéressant sur la catastrophe de Tchernobyl, un peu du point de vue des habitants, parce que avec la série ou avec les documentaires, on connaît du point de vue scientifique, mais pas vraiment comment les gens l'ont vécu. Et c'est surtout une très belle histoire d'amour en fait. Je vous ai dit que j'aimais pas trop la romance, mais là c'est juste une jeune fille qui est partie loin de la personne qu'elle aime le plus au monde, qui le vit mal. Elle se sent vraiment déracinée en fait par rapport à son pays d'origine. Et elle a toujours l'Ukraine en fait au fond d'elle et on va la suivre, c'est très onirique. Voilà. La plume est très jolie, je trouve que c'était une très belle plume, l'histoire est très belle et on a cette histoire d'amour qui est pure en fait, de 2 enfants, 2 adolescents qui s'aiment, qui vont être séparés et qui vont finalement rester dans le cœur l'un et l'autre. Et voilà, je vous conseille cette lecture. Honnêtement, je me suis achetée pour la rentrée littéraire, donc il m'a quand même coûté une 20aine d'euros. J'espère qu'il va sortir en poche parce qu'il le mériterait. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, enfin pas suffisamment en tout cas, mais personnellement c'est un petit livre qui m'a pas mal touchée. Donc voilà pour mes lectures de janvier, on va faire un petit bilan rapide. Au global, voilà, c'est un bilan relativement mitigé, j'ai eu des bonnes lectures. Rien d'extraordinaire, mais voilà, vous avez pu voir un petit peu un panel de genres différents, donc pour ça je suis assez contente. Donc pour faire le bilan, j'ai continué ou même fini des sagas avec 4 ouvrages, donc ça je suis vraiment contente, j'ai même fini 2 sagas, on y arrive. J'ai lu un pavé, puisque j'ai lu La Passe Miroir, le tome 5 qui fait plus de 500 pages. J'ai réussi à réduire ma palle, puisque j'ai acheté moins de livres que ce que je n'ai lu, donc ça... pareil, je suis contente. Donc au global, j'ai lu 8 livres pour 2341 pages. Moitié adulte, moitié jeunesse, 4 et 4, donc ça c'est bien, je suis assez contente aussi. J'ai lu un peu de tout, puisque j'ai lu de la romance, j'ai lu un contemporain, donc le dernier, de la science-fiction, de la fantasy, un témoignage et 2 BD. Donc vraiment des choses très différentes. Donc ce bilan... Au final, le bilan est assez positif par rapport au challenge que je me suis fixé aux résolutions. En termes de lecture, il y a eu des hauts et des bas. Honnêtement, de tout ce que j'ai lu, je pense que s'il y a 2 livres à retenir, c'est ceux-là. C'est Le Sorceleur, dont j'ai vraiment envie de lire la suite. Et d'ailleurs, le tome 2 fait partie de ma pile à lire de janvier. Et celui-ci, pour lequel honnêtement j'attendais rien et qui m'a donné... qui donne foi en l'amour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Est-ce que vous avez lu un de ces livres? Est-ce qu'ils vous ont plu? Est-ce que ça vous a donné envie? En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!